Est-ce que vous connaissez l'émission Domino Day ou est-ce que mon grand âge fait que je suis un des rares à avoir ce privilège? Domino Day, c'était une émission qui était assez exceptionnelle de par son concept, de ce que tu avais des mecs qui faisaient des parcours de domino de dingue et ça passait à la télévision en prime time et tu regardais les parcours de dingue et se faire tomber. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ça n'a absolument aucun rapport avec le football, et bien tout simplement parce que le marché des transferts, c'est un petit peu Domino Day, sauf que là c'est Domino Estival, ça se déroule durant tout le mercato estival justement, et on a un bel exemple de Domino Day avec le transfert d'Alexander Isak du côté de Liverpool, qui déclenche évidemment celui de Walt Mad du côté de Newcastle. Salut tout le monde, c'est TMF, et vous l'avez compris, nous allons parler d'un de mes sujets de prédilection, mais promis c'est la dernière fois que je vous saoule avec ça, c'est le marché des numéros 9 que je trouve complètement dingue, et je pense qu'avec ces deux mouvements mercato, eh bien on en a une très belle illustration. Alors dans cette vidéo, on va déjà revenir sur le feuilleton de l'été Alexander Isak, qui va donc rejoindre Liverpool. Je vais vous donner mon avis sur le mouvement de transfert, sur la négociation entre les deux clubs, sur le joueur également, même si je préfère vous prévenir, ce sera pas une grosse vidéo d'analyse tactique comme je peux le faire parfois lors de certains recrutements. Et puis ensuite, on parlera de Walt Mad qui débarque du côté de Newcastle. C'est donc le remplaçant d'Isak, et il y a aussi beaucoup de choses à dire sur tous les sujets que j'ai précédemment évoqués pour Isak, mais cette fois rapportés aux joueurs allemands. Et puis je terminerai la vidéo avec d'autres cas. J'ai envie de vous parler d'Ablin du côté du FC Nantes. Vous le savez, c'est mon club de cœur, je peux pas m'empêcher de parler des montants assez rigolos qu'on voit passer dans ce dossier mercato. On pourra également parler de Randal Kolo Muani qui a sa nouvelle destination connue. Ça sort juste avant que je tourne la vidéo, comme quoi pour une fois je suis pas trop mauvais en termes de timing. Il va être prêté du côté de Tottenham. Bref, je n'en dis pas plus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Je veux pas faire mon vieux con, mais vous voyez quand les vieux disent « À mon époque, avec seulement 2 €, on pouvait s'acheter ça et ça ». Ben, j'ai un petit peu le même réflexe quand on parle d'Alexander Isak. Il signe à Liverpool pour 150 millions d'euros. Et il y a quelques années, 150 millions d'euros, à part quelques transferts douteux type Coutinho du côté du FC Barcelone, ça voulait quand même dire quelque chose, cette somme. C'était pas des montants qui étaient claqués pour des joueurs lambda, et c'était d'ailleurs, il y a de ça pas si longtemps, pas des montants qui étaient claqués tout court, à l'exception de l'énorme été du Paris Saint-Germain avec Neymar et Kylian Mbappé. Alors loin de moi l'idée de dire que Alexander Isak est un joueur lambda, qu'il ne vaut que 30 millions, que ça devrait pas faire l'objet d'un gros transfert, parce que bien évidemment c'est un des attaquants les plus en vue du marché, mais 150 millions d'euros pour lui, c'est quand même quelque chose qui m'étonne assez fortement. Ça s'explique par plein de choses, mais si on me l'avait dit il y a de ça quelques saisons, eh ben je pense que j'en serais parvenu. Alors c'est la conséquence d'une guerre d'usure entre Liverpool et Newcastle, et en fait tu coches à peu près toutes les cases du bingo qui fait qu'un transfert peut être cher. C'est un transfert entre clubs anglais, donc déjà de base tu sais que tu as la taxe Première Ligue. En plus, on parle pas de n'importe quel club anglais, on parle de Newcastle, qui est un club qui n'est pas dans la nécessité de vendre, qui était en position de force, étant donné que le joueur avait un contrat jusqu'en 2028, donc forcément ça fait monter les enchères. En plus de ça, on parle d'un transfert entre deux clubs qui peuvent aspirer un petit peu aux mêmes hauteurs sportives. Alors évidemment, Liverpool part avec beaucoup de points d'avance sur Newcastle concernant la conquête de la Première Ligue, mais c'est pas comme si c'était un petit club anglais qui cédait un joueur à un gros club anglais. Non, là, sur un malentendu, au cours d'une saison, tu peux avoir un vrai dossier de concurrence entre ces deux formations. Et puis le dernier point, là je vais aller sur un argument que j'aime pas trop, parce que généralement on fait beaucoup de storytelling autour de ça, c'est le côté personnel entre les deux clubs. Je dis le côté personnel non pas parce qu'il y a une rivalité historique incroyable entre Liverpool et Newcastle, mais plutôt parce qu'en fait les deux clubs se tirent pas mal dans les pattes. Par exemple Hugo Ekitike, ben, on sait que c'est un dossier sur lequel les deux clubs étaient en concurrence. On sait qu'Alexander Isak, bah il y a eu des négociations qui sont pas forcément
forcément passé au goût de Newcastle. Et pour dire les choses très clairement, ben moi ça m'étonnerait pas que du côté Newcastle, ça leur broie un petit peu les coronets de céder leur joueur phare du côté de Liverpool. Donc en fait, bah forcément tout ça t'amène à un transfert absolument majeur, et en plus, bah, ça va être un peu le fil conducteur de cette vidéo. Le marché des numéros 9, il est extrêmement complexe. Un joueur évalué à 120 millions d'euros d'après Transfermarkt qui part pour 30 millions d'euros de plus, ça me paraît pas non plus délirant. Donc j'aurais eu une surprise il y a quelques saisons si on m'avait dit ça, mais désormais, quand tu regardes un peu le monde du football, ça semble logique. Mais ça me permet de regarder un peu dans le rétroviseur et de me dire, est-ce que vous vous souvenez du montant de la clause d'Erling Haaland qu'a payé Manchester City au Borussia Dortmund? Alors évidemment, il faut prendre ça avec des énormes pincettes, parce que des commissions d'agents et des frais annexes cachés qui sont pas sortis dans la presse, t'as dû en avoir, mais alors pour des montants absolument énormes. Mais même si tu doubles les 60 millions d'euros qu'a posé Manchester City là-dessus, bah je me dis, le Erling Haaland, c'était quand même l'opportunité à ne pas manquer. On peut comprendre Manchester City qui, après l'avoir recruté récemment, l'a prolongé jusqu'en suffisamment longtemps pour que tu te dises que ça concerne le départ en retraite du joueur. Donc Alexander Isak, qu'est-ce que va recruter Liverpool avec ce joueur ô combien talentueux, Liverpool, qui a rapatrié et qui a recruté, pas rapatrié, parce qu'il n'a jamais été à Liverpool, pour 90 millions d'euros. Donc franchement, si tu poses encore 150 millions d'euros, il y a des arguments qui doivent être présentés. Voici le petit graphique de présentation de joueurs qui vient de l'excellent site Datascout. Vous pouvez comparer plein de joueurs. Bon, bah, du côté d'Alexander Isak, vous voyez sa grande qualité, c'est évidemment son efficacité. Et d'ailleurs, bah, ça se voit au cours de sa carrière, hein, parce que 2 saisons pleines du côté de la Première Ligue, 2 saisons et demie si on compte tout, et en 2 saisons pleines, bah, c'est minimum 25 buts. Alors, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est habile du pied droit, il est habile du pied gauche, il est habile de la tête. Alors évidemment... l'immense majorité de ses buts sont inscrits de son pied fort, mais il est capable de marquer dans bien des situations, et t'as ce côté renard qui est d'une redoutable efficacité. Ça fait vraiment d'Alexander Isak un joueur précieux, parce que déjà, des joueurs qui te collent 25 buts par saison, t'en as pas 40 000, mais en plus, il le fait en Première Ligue. Et on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, un buteur en Première Ligue, c'est un mec qui peut marquer partout. J'ai pas envie de tomber dans le dénigrement des attaquants de Bundesliga, mais on sait que c'est un championnat qui est plutôt favorable. Et en fait, pour moi, tu as ce côté en Première Ligue, c'est le championnat d'élite. Alors tu peux contrer ça en venant d'un petit championnat et en marquant énormément en Champions League par exemple, mais encore en Champions League, durant la phase de Ligue, tu peux tomber contre des adversaires un peu faciles, donc finalement c'est pas toujours un niveau exceptionnel, mais quand tu marques en Première Ligue, moi je suis pas inquiet, hein. Tu peux aller du côté de la Ligue 1, tu peux aller du côté de la Liga, tu peux aller du côté de la Serie A, tu peux aller du côté de la Bundesliga, tu arriveras à t'imposer. Donc évidemment Alexander Isak, il peut se targuer de ça. En plus, bah, vous le voyez à nouveau sur le graphique, il a d'autres qualités. C'est un joueur mobile, utile dans le jeu, notamment par sa capacité à se mettre en mouvement intelligemment, et il a le bagage technique minimum attendu. Et en fait, ce que j'aime bien avec Alexander Isak, c'est que c'est un joueur rassurant et valeur sûre. Il y a des joueurs qui sont très situationnels. Ekitike, c'est quand même pas un numéro 9 qui va convenir à tous les entraîneurs, tous les styles de jeu. Si t'attends un pur finisseur, Hugo Ekitike, ça va pas être ouf. Erling Haaland, bon ben ça râle parfois du côté de Manchester City parce que son inclusion au jeu va frustrer certains supporters. Gyökeres, je vous en ai fait une analyse lors de son arrivée à Arsenal, c'est pareil, c'est pas un 4-4 Gyökeres, il va pas être capable de se débrouiller dans toutes les situations. Et bien Alexander Isak, franchement, moi tu le mets dans une équipe qui a la possession, je vois très bien comment il peut être utilisé. Tu le mets dans une équipe qui n'a pas la possession, je me dis qu'il peut très bien exploiter des espaces. Tu le mets avec un coach qui est très dogmatique, je pense qu'il a la discipline nécessaire pour appliquer les consignes. Tu le mets avec un coach qui laisse plus de liberté à ses attaquants, il a prouvé moult fois qu'il était capable de se débrouiller. En fait, je me dis que c'est la valeur sûre. Et c'est peut-être ça qui fait que malgré le montant absolument énorme qu'a posé Liverpool, malgré le fait que tactiquement, il va falloir voir comment ça s'organise du côté de Liverpool, bah je me dis que tu prends pas trop de risques. Le mec, il a 25 ans. Il aura à la fin de son contrat encore une valeur marchande, tu pourras le refourguer, tu pourras le prolonger selon ta volonté, il est capable de s'adapter à toutes les équipes, il a déjà prouvé qu'il réussissait en Première Ligue.
Alors ok, tu mets une somme incroyable, mais au final, c'est un petit peu le jeu du casino. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 150 millions d'euros sur une valeur sûre ou mettre 2 fois 75 millions d'euros sur des joueurs qui ont une chance sur deux de se planter? Et une chance sur deux de se planter, ça veut pas dire qu'il y en a forcément un des deux qui va réussir. Ça veut dire que si t'es chanceux, peut-être que les deux vont réussir, mais t'as aussi le risque d'avoir posé 150 millions d'euros pour deux joueurs qui bident complètement. Ben, je me dis qu'Alexander Isak, il a cet argument à faire valoir et que du côté de Liverpool, on a été particulièrement sensible à ça. Donc un montant, certes complètement abusé, mais qui s'explique par plein de points. Et du coup, le jeu de chaise musicale, revenons à ma fameuse métaphore du Domino Day, c'est que Alexander Isak, il est aussi cher parce qu'il est lâché dans les toutes dernières heures du mercato. Forcément, Newcastle se retrouve dans une position inconfortable et ils doivent eux-mêmes mettre un autre club dans une position inconfortable. Et c'est là qu'intervient le transfert de Waltmad pour 80 millions d'euros. Alors selon les sources, on va de 80 à 85 millions d'euros, donc évidemment il y a un petit peu de différence, mais c'est un joueur qui pour le coup sur Transfermarkt est estimé à 30 millions d'euros. On ne parle pas d'une différence 130, 150, 120, 150 comme pour Alexander Isak. Non, là le joueur est transféré pour plus du double, quasiment le triple de sa valeur théorique. C'est quand même un mouvement mercato absolument exceptionnel. Alors là aussi, ça s'explique par plusieurs points. Je l'ai dit, c'est un recrutement qui est fait en urgence du côté de Newcastle. Forcément, quand tu vas toquer à la porte de Stuttgart, il faut être convaincant. Et l'argent est le meilleur des arguments. Et puis, tu avais de la concurrence sur le dossier, puisqu'on a longtemps associé Waltmad au Bayern Munich. Mais je pense que les dirigeants du Bayern ont vu les montants qui étaient évoqués par Newcastle. Ils se sont dit merci, mais non merci. Parce que autant Alexander Isak est une valeur sûre, autant Waltmad, je vous montre sa carrière. Alors, pour sa défense, il manque quand même pas les stats qu'il a eu en 3e division durant la saison 2022-2023. C'est quand même un joueur qui a également des références avec la sélection allemande, mais attention en espoir. Mais en fait, c'est un peu tout le symbole de dire attention en espoir. C'est que Waltmad, c'était un joueur dont j'avais beaucoup entendu parler durant ses jeunes années, qui était assez annoncé prometteur, mais qui a eu du mal à passer ce cap, en fait, du fait de s'imposer dans un club en première division, en professionnel, et en saison de référence, en saison véritablement de patron, il a que la saison dernière. Alors oui, c'est une saison avec beaucoup de buts, et d'ailleurs, je vous remets un graphique DataScout, question que vous ayez une petite visu du joueur, c'est sa grande force, il a très peu besoin de tirs pour mettre un gros nombre de buts, c'est un véritable tueur, mais c'est un joueur qui manque un peu d'expérience. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est aussi cher ? Il y a un potentiel en fait. Il n'y a aucune garantie, à mes yeux, contrairement à Alexander Isak. Mais alors, ne serait-ce que le fait de voir un match de Waltmad va te faire dire que tu as envie d'y croire. Parce que le mec, il fait 2 mètres. Et malgré tout, il a une aisance technique qui est assez surprenante. Le mec, il fait 2 mètres. C'est un renard des surfaces. Et malgré tout, il va être capable de jouer avec un autre attaquant, voire parfois un petit peu en retrait. Certains vont même le décrire comme une sorte de numéro 10. Et en fait, Waltmad, c'est un peu un homme de paradoxe. C'est que c'est un géant allemand qui est redoutable de finition. Donc quand tu prends un peu tes clichés footballistiques, t'imagines une vraie machine à but qui se réduit à ça. Mais dans le même temps, quand tu regardes ce qu'il a fait du côté de l'Allemagne Espoir, du côté de Stuttgart, tu te rends compte qu'en fait, c'était un joueur qui avait ce côté pivot, mais bon organisateur de jeu. Donc en fait, tu te dis que s'il arrive à confirmer tout ce qu'il montre de bien, le potentiel brut, il est absolument énorme. Et je comprends que ce soit un joueur qui a intéressé Newcastle, je comprends que ce soit un joueur qui a intéressé le Bayern Munich, je comprends que ce soit un joueur qui puisse intéresser beaucoup de clubs, mais 80 millions d'euros sur lui. Alors parfois on parle de panic buy pour nos clubs de Ligue 1, je pense que là on a affaire à un panic buy de Newcastle qui se rendait compte que le bras de fer avec Alexander Isak, il était de toute façon condamné à une catastrophe pour le joueur, pour le club, qu'il fallait le céder parce que sinon tout le monde allait dans le mur et du coup t'as 150 millions d'euros en poche, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller acheter en urgence ailleurs, on sait que t'as du fric et tu payes très cher. Donc Waltmad, un excellent attaquant que je suis très pressé de voir progresser en première ligue, mais pour moi il y a un peu le côté tu jettes une pièce en l'air, ça va faire pile, ça va faire face, mais t'es gagnant que si ça fait pile, pas si ça fait face.
Et du coup, bah, un gros symbole de ce domino day du marché des attaquants avec des dossiers complètement fous, et là j'aimerais en évoquer 2-3 autres. Alors, je vais pas faire un mea culpa, parce que ce serait abusé, parce qu'il est toujours trop gourmand, mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du dossier Ablin du côté du FC Nantes? Alors peut-être que ça n'intéresse que moi, Nantais, mais voir que Wolverhampton aurait proposé 30 millions d'euros pour Ablin, ça me troue déjà, je vais pas finir cette phrase, mais vous m'avez compris, parce que je considère que ce serait une très très belle vente. Alors ça te mettrait dans la panade sportivement, parce que tu lâcherais le joueur au dernier moment, lors du mercato estival, mais une valorisation à 30 millions d'euros, c'est pour moi légèrement surcoté le joueur, et je suis gentil quand je dis légèrement, même si j'aime beaucoup Ablin, mais alors là où c'est fort, c'est que de son côté Kita, ah bah lui il voit des grosses sommes être envoyées par la première ligue, il fait 30 millions d'euros, c'est pas assez, j'en attends au moins 40. C'est ce qui est sorti dans la presse. Après, évidemment, attention, nous sommes dans les dernières heures du mercato, on lit absolument tout et son contraire. Mais alors, si Mathys Ablin part pour aller ne serait-ce que 35 millions d'euros, ça me surprendrait énormément et ce serait une vente historique au sens premier du terme pour le FC Nantes, qui n'a jamais été un club qui a vendu pour des montants énormes. Mais alors, quel symbole! Et il y en a un autre dossier qui me fait un peu triper, c'est le cas de Nicolas Jackson qui pourrait être prêté au Bayern Munich. J'ai lu, là aussi, à prendre avec des pincettes, parce que au moment où je tourne la vidéo, les infos sortent tout juste, un prêt payant de 15 millions d'euros. On parle d'un joueur qui a mis 13 buts l'année dernière, qui est certes un beau potentiel, certes un élément intéressant, mais c'est pas pour rien que Chelsea est disposé à le laisser partir. Moi, je vois pas un crack absolument majeur. Le voir débarquer du côté du Bayern Munich, je me dis qu'on tourne pas rond. Et dans le même temps, paradoxalement, je me dis qu'est-ce que c'est galère pour le Paris Saint-Germain avec Randal Kolo Muani. Kolo Muani va être prêté à Tottenham pour un prêt payant qui est annoncé à 5 millions d'euros, sans option d'achat. Petite correction, comme vous le voyez sur le screen, il y a bel et bien une option d'achat, mais non obligatoire. Et encore moins d'options d'achat obligatoires. Alors évidemment, sans option d'achat ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire une offre d'achat si le joueur réussit sa saison. Après tout, le Paris Saint-Germain n'attendait que ça, mais je me dis que dans un marché où c'est la galère énorme pour trouver un numéro 9, comment le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à mieux valoriser Kolo Muani? Alors, c'est probablement la faute de l'imbroglio avec la Juventus où Paris s'est fait balader par le club italien, mais je me dis que Kolo Muani, ok, il convient pas au système parisien, ok, c'est un joueur qui a peut-être été surcoté, très clairement, le montant de transfert que tu as lâché à Francfort, fallait pas le poser, mais c'est quand même pas un mec qui est unijambiste, Kolo Muani, on parle quand même d'un numéro 9, qui a même montré du côté de la Juventus avec son prêt qu'il était capable de sortir de bonnes prestations. Et tu trouves pas preneur, parce qu'on le sait, le Paris Saint-Germain, c'est pas un prêt qu'ils voulaient. C'était un prêt avec option d'achat obligatoire, c'était un transfert, ils avaient envie d'enfin passer à autre chose. Alors, tu limites la casse, tu prends un petit montant pour le prêt payant, tu te décharges du salaire du joueur, mais t'arrives pas à t'en débarrasser au cours de cet été. Et moi, je comprends pas que tu te retrouves avec des clubs qui sont capables de poser 30 millions d'euros sur Ablin, et que tu n'arrives pas à avoir mieux qu'un prêt payant pour Randal Kolo Muani. Alors peut-être que le PSG a eu des offres de transfert, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Évidemment, si eux ont reçu 30 millions d'euros, ils ont dit non, ils ont bien eu raison, mais je trouve ça assez paradoxal et fou dans ce mercato des numéros 9. Donc voilà, j'avais envie de balayer un peu tous ces dossiers, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut!